Bonjour et bienvenue pour ce webinaire intitulé Comment se chauffer sans trop consommer en période de pénurie. L'enregistrement a démarré, on va pouvoir commencer. J'ai vu qu'il y avait quand même déjà pas mal de monde qui était connecté sur ce webinaire. Vous le savez sans doute, le chauffage est un des postes de consommation les plus gourmands en énergie, pour les ménages, mais aussi pour les entreprises, en fait, pour un petit peu tout le monde. Le contexte actuel, avec un risque de pénurie pour cet hiver qui certes semble un petit peu s'éloigner, mais qui sera en tout cas là pour le prochain hiver, voire les prochains hivers. Ce risque de pénurie et ce contexte va nous pousser à revoir nos systèmes de chauffage et aussi quelque part un petit peu l'isolation de nos bâtiments. Alors, sur quoi peut-on miser pour se chauffer mieux tout en consommant moins? Comment gagner en efficience tout en ménageant son budget? Comment investir intelligemment? Enfin, c'est plein de questions qu'on se pose depuis déjà quelques années, mais encore plus cette année et les prochaines. Et du coup, on a avec nous aujourd'hui 3 spécialistes de l'optimisation et de l'efficience énergétique, notamment au niveau du chauffage. On a Richard Louet, qui est responsable chauffage à distance chez Romande Énergie Service, Raphaël Jacquet, responsable commercial chez Romande Énergie Service, et puis Olivier Ouzilo, qui est directeur de Signataire. Ces 3 experts vont vous parler chacun sur leur thématique de prédilection. Chaque présentation va durer une petite quinzaine de minutes environ. Je vous propose de poser toutes vos questions dans la partie questions. Normalement, vous avez un petit onglet qui s'intitule questions. En bas à droite, vous pouvez voter sur les questions posées par voilà, tout le monde au cours de ce webinaire. On va essayer de répondre aux questions avec le plus de votes en premier, en tout cas. Et puis, on prendra quelques-unes de ces questions en fin de webinaire. On va aussi agrémenter tout ça avec des rapides sondages au fil de ce webinaire, juste pour être sûr de vous réveiller, que vous suivez encore bien tout, et puis savoir un petit peu quelles sont vos connaissances du sujet actuel. Tout ça devrait apparaître assez clairement au fil de webinaire. Si jamais il y avait un souci, on essaiera de toute façon d'y répondre. Et puis, dès la fin du webinaire, vous recevrez toutes et tous un email avec le replay du webinaire, puisque tout ça est enregistré. Et vous pourrez donc le regarder, le partager, en faire un petit peu tout ce que vous voulez. On le mettra aussi sur nos réseaux sociaux dès la semaine prochaine. Pour commencer, je propose de laisser la parole à Olivier Ouzilou, qui va nous faire un point de situation sur la transition énergétique et en faisant un focus sur le domaine du bâti. Très bien, merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Donc effectivement, j'ai le plaisir de faire un petit point de situation, prendre un petit peu l'hélicoptère par rapport à la transition énergétique et climatique du domaine bâti et faire quelques petits rappels. Vous le savez certainement, mais il y a 2 thématiques majeures, sur le domaine bâti en Suisse. C'est d'abord le changement climatique parce que ça représente, un beau terrain de jeu avec, près de 27-30 du bilan CO2, toute énergie confondue en Suisse et l'aspect énergétique. Pourquoi? Parce que ça représente 44 du bilan d'énergie primaire en Suisse et dans ces 44, 90 est à base d'énergie fossile pour le chauffage et pour l'eau chaude. Donc on voit que c'est véritablement un enjeu important. 2 petits rappels sur la stratégie climatique à long terme de la Suisse. Et là, peut-être casser une certaine légende urbaine. Donc on a un objectif depuis 2019 qui a été acté d'atteindre net zéro en termes d'émissions d'ici 2050, avec les objectifs à long terme d'atteindre la société à 2000 watts et se dénucléariser tant que possible. Alors, sur ce premier élément d'objectif, la légende urbaine en question, c'est que de toute manière, à terme, quand on appelle le net zéro, eh bien, on va descendre les émissions évidemment du domaine bâti, mais il y aura toujours une émission résiduelle. Intrinsèquement, qu'on soit à base d'énergie renouvelable, de chauffage à distance ou autre, les bâtiments continueront à émettre du CO2 si vraiment on prend le bon périmètre, c'est-à-dire scope 1, scope 2, scope 3, des émissions dues au domaine bâti. Et on a évalué justement dans cette vision 2050 de la stratégie énergétique et climatique de la Suisse, il restera un résiduel de 0,4 millions de tonnes de CO2. Et là, il faudra avoir des émissions négatives avec des technologies qu'on ne connaît pas encore forcément, de captation de CO2, etc. Donc, compenser ces émissions résiduelles par cet achat, cette substitution par des émissions négatives.
Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, aujourd'hui, vous savez que l'immobilisme est en marche, rien ne pourra l'arrêter, si je peux me permettre. Aujourd'hui, le taux de rénovation énergétique du domaine bâti, il est de 1 0,9 sur Genève, je crois, 0, près de 1 sur le canton de Vaud et cetera, et dans tous les plans climat, plan de l'énergie, des consortiums générales d'énergie et cetera, il y a eu passablement de villes qui ont voté, l'urgence climatique avec des plans climat, et dans tous ces plans, eh bien, il y a une très forte volonté d'augmenter le taux de rénovation et de le passer progressivement, notamment sur Genève, de 1 à 2,5 en 2030 et à 4 d'ici 2050. Donc on voit en plus que le rythme, qui est demandé à cette transition du domaine bâti, va être un rythme soutenu. Maintenant, la réalité de tout ça. Alors bon, chez Signataire, on monitore près de 11 000 immeubles, mais là, vous avez une petite photo sur 8 000 immeubles monitorés en 2021. Je vous explique ce graphique. Chaque bulle représente, chaque surface représente la taille de surface de référence énergétique d'un bâtiment, donc sa taille chauffée. Donc il y a des grandes bulles et des petites bulles. Et là, il y a 8 000 immeubles qui sont représentés avec l'axe des X qui est l'indice de dépense de chaleur, donc l'IDC, qui comprend le chauffage et l'eau chaude, et l'axe des Y, les émissions en kilos de CO2 par mètre carré et par année de ces différents bâtiments. Alors, en prenant ce qu'on appelle, alors je vais faire juste un petit peu de théorie, mais le scope 1 plus 2. Le scope 1, et c'est ce que vous allez retrouver dans la littérature, c'est que le chauffage à base de mazout, de gaz, voire de pellet, c'est que les émissions directes qui ont été brûlées dans le bâtiment. Et là, on a un objectif de net zéro d'ici 2043. Vous avez certaines publications qui vous disent, moi j'ai un parc immobilier, je pèse que 3 ou 4 kilos de CO2 parce qu'en fait, ils se sont décarbonés en termes de sources d'approvisionnement d'énergie, mais c'est pas leur vrai poids. Ils ont pris une balance qui était, est-ce que j'ai un chauffage au mazout ou au gaz? Et même sans isoler, eh bien, on pourra atteindre donc un net zéro carbone d'ici 2043 que en changeant le gaz et le mazout par un autre argent énergétique, type chauffage à distance ou pompe à chaleur. Mais le vrai bilan, en tout cas celui qu'on arrive à mesurer aujourd'hui assez facilement, c'est donc tout ce qui est chaudière à gaz, mazout, chauffage à distance, pompe à chaleur et autres systèmes de production de chauffage, plus l'électricité des communs, et tout ça rapporté en kilos d'émissions par mètre carré chauffé. Donc ça, c'est le graphique qui vous est présenté ici. On a la moyenne suisse qui a à peu près un indice de dépense de chaleur de l'ordre de 450 et un peu plus de 25 kilos de CO2 par mètre carré. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, vous voyez les distributions en haut, il y a une sorte de droite. Eh bien, ça, c'est les chaudières à mazout. Celle du milieu, c'est plutôt les chaudières à gaz. On sait que le gaz, il émet 20 de moins que le mazout. Donc, pour la même consommation d'énergie, on va avoir une réduction de 20 d'émissions de CO2. Ensuite, vous avez tout ce qui est chauffage à distance avec les mix, parce que dans les chauffages à distance, il faut avoir des parts de gaz, des parts d'ordures ménagères, etc. Donc, on a le poids carbone de ces différents chauffages à distance est plutôt en bas, les pompes à chaleur et les chaudières à bois. Donc on voit sur ces graphiques les différents bâtiments en termes de performance énergétique et d'impact CO2. Alors l'objectif des accords de Paris Scope 2 et qui correspond aussi à la SIA 2047 en Suisse, on a une volonté de réduire, donc chacune des petites bulles devra rentrer dans le rectangle orange qui est mentionné ici, 350 mégajoules, 15 kg de CO2, et ça à l'horizon de 2030. Donc on voit une réduction de près de 50% des émissions de CO2 et de près de 20% de l'indice de dépense de chaleur. Premier challenge. Deuxième challenge, en 2050, il faudra faire rentrer toutes ces petites bulles dans le petit rectangle vert qui est là, c'est-à-dire une réduction de près de 83% des émissions de CO2 et de moins 47% de l'indice de dépense de chaleur. Donc on voit que les objectifs et les ambitions sont très importantes. Alors, à titre d'exemple, nous, on a une centaine de clients pour lesquels on fait une feuille de route de décarbonation et on y arrive à rentrer dans ces objectifs, mais évidemment, ça veut dire
à fort de grands moyens, besoin de ressources, ressources en termes d'appel d'offres, de projets, de direction de travaux, et donc toute la problématique de ressources matérielles, humaines, etc. pour gérer ces différents projets et travaux. Alors pour atteindre ces objectifs, on a une démarche systématique qui va vous être développée tout à l'heure par nos collègues, heu et qu'on peut appliquer quand on est énergéticien. C'est une démarche, systématique pardon, qui s'appelle la démarche Négawatt. Le premier élément, c'est évidemment diminuer les besoins. Alors on parle de sobriété, on parle de hauts standards de performance énergétique. C'est quel objectif à court, moyen, long terme on veut avoir pour son bâtiment. Donc principalement, c'est réduire la demande et c'est évidemment isoler l'enveloppe. Et tout à l'heure, Raphaël nous présentera les différents modes justement d'isolation et d'intervention sur la physique du bâtiment et sur l'enveloppe. Une fois qu'on a réduit et qu'on a un comportement sobre autour de ce bâtiment, eh bien, on va avoir un système de prestations, de fourniture de prestations efficace, le plus efficace possible. On sait que c'est pas très intelligent de chauffer un bâtiment avec de l'électricité parce qu'on peut faire un travail mécanique et après, avec les déperditions, chauffer le bâtiment. On sait que c'est pas très intelligent d'avoir une chaudière à combustion avec une température de flamme à 1200 degrés pour chauffer un bâtiment à 20 degrés. Donc ces systèmes inefficaces, eh bien, il faut les éradiquer. En plus, ils sont à base d'énergie fossile et mettre des systèmes plus efficaces comme le chauffage à distance, évidemment, si la source est principalement basée sur le renouvelable, donc apporter la ressource au pied du bâtiment, ou un système de pompe à chaleur qui valorise les sources que ce soit l'air, la géothermie, etc., pour le bâtiment, avec une électricité pour alimenter ces pompes à chaleur. Donc, réduire la demande, un système de fourniture et de prestation efficace. Ensuite, implanter de l'énergie renouvelable locale tant qu'on peut et où ça a du sens technico-économique, mettre du solaire thermique, mettre du photovoltaïque ou avoir un système à bois, à pellets, à plaquettes forestières, etc. Donc, un maximum d'énergie renouvelable où ça a du sens et où il y a des coordinations de politique publique, l'air, le bruit, la protection du patrimoine, etc. Donc, c'est avoir un maximum d'énergie renouvelable locale sur le bâtiment. Et le reste, comme je vous l'ai montré dans le précédent slide au tout début, eh bien, quand on sera allé au bout du scotch, si je peux me permettre, de l'optimisation, la rénovation partielle ou totale du bâtiment, eh bien, on pourra acheter, lorsqu'il y aura un vrai marché, de la source et de la certification des énergies renouvelables importées au pied du bâtiment, on pourra avoir de l'électricité certifiée renouvelable. Aujourd'hui, il y a un labellisateur Naturemade, et cetera, qui vous dit: «J'ai du 100 hydraulique à tel poids carbone», voilà des systèmes énergétiques certifiés renouvelables et là, il y aura un producteur et un utilisateur et donc on pourra, intégrer cet achat d'énergie de meilleure qualité dans son bilan, énergétique et environnemental de son bâtiment. Donc voilà un petit peu les séquences. Alors on peut y rentrer à différents niveaux. Si on parle tout de suite de remplacement et de fourniture d'un système efficace, comme le chauffage à distance ou la pompe à chaleur, attention, tout n'est pas pareil. Le chauffage à distance, on peut rester en haute température et sans forcément isoler dans un premier temps le bâtiment en conservant les radiateurs. Par contre, à l'inverse, si on met une pompe à chaleur, évidemment, on va travailler des températures plus basses. Il faudra passer par l'étape 1, c'est-à-dire réduire la demande, isoler et pour conserver ces radiateurs avec des températures plus basses, donc diminuer la puissance, on aura avec la pompe à chaleur à plus basse température, moins de puissance par pièce. Donc attention, si on va directement à l'étape 2, pas toutes les technologies se valent en termes d'efficacité, de température de distribution de réseau de chaleur, et cetera, et cetera. Mais je pense que mes amis, vont nous présenter dans le détail ces différentes étapes. Donc je passe la parole à Raphaël. On va faire un petit sondage, hein. Merci pour cette présentation. Juste une petite chose pour les personnes qui nous suivent. Vous pouvez retrouver les présentations directement téléchargeables si vous allez dans les trois petits points qui sont sur, ça s'appelle App.
trois petits points et vous pouvez retrouver tout simplement vos présentations dans partage de fichiers. Chacune des trois présentations qui vous sont données là, vous pouvez les télécharger. Je vous propose, avant de passer à la suite, peut-être de partager avec vous un petit sondage. Je vais le soumettre au vote. On va voir si ça fonctionne. On va faire ce test maintenant. Quel est le plus gros point de déperdition de chaleur dans un bâtiment? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à voir dans sondage? J'ai eu 15 votes déjà. C'est un premier test qu'on fait, donc à voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Dans tous les cas, vous avez toute une série de sondages qu'on essaiera de faire aujourd'hui. Pendant que ces sondages se font, de toute façon, la réponse vous sera donnée par Raphaël Jacquier, qu'on va pouvoir mettre en avant avec sa présentation. Donc, une présentation qui va revenir après le point de situation. On va revenir un petit peu plus précisément sur l'enveloppe du bâtiment, comment on travaille. Est-ce qu'on doit d'abord aller essayer de chauffer mieux ou est-ce qu'on doit d'abord essayer de mieux isoler son bâtiment? Raphaël Jacquier, on va pouvoir normalement voir la présentation sous peu. Si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne, Raphaël? Normalement, oui. Voilà, j'ai un écran qui est en train d'arriver. Oui, pour le moment, on est encore dans… Voilà, c'est parfait. Parfait. Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Olivier. Donc, comme tu l'as dit, dans la démarche Négawatt, la première intervention à faire, c'est de diminuer les besoins de moins consommer. Bon, juste une petite adaptation. En live, ce sera. Pardon. Voilà. Merci Richard. Donc, alors, comme vous l'avez dit par rapport au sondage, un petit rappel un petit peu sur les principales déperditions de l'enveloppe d'un bâtiment. Donc, il y a trois types de déperditions. Il y a la déperdition à travers les parois, donc dites surfaciques, donc tout ce qui est mur, toiture, fenêtre. Les déperditions via les ponts thermiques. On verra ce que c'est un pont thermique. Et les déperditions liées à tout ce qui est étanchéité, renouvellement d'air, donc étanchéité, menuiserie, caisson de store et bien sûr la ventilation qui est indispensable pour avoir une qualité d'air saine dans les logements. Donc, alors, comme on est assez large aujourd'hui, j'ai volontairement mis les deux types d'habitat en logement que sont les villas individuelles et que sont les bâtiments collectifs. On voit qu'il y a quand même des grandes similitudes. Ce qu'on voit dans les grandes masses, c'est que la plus grande déperdition, elle est au travers des murs. Ensuite viennent les fenêtres, la toiture. On voit que la ventilation, c'est pas forcément bien connu, mais c'est aussi une grande source de déperdition thermique. Et puis ensuite, il y a les ponts thermiques et ce qu'on appelle le plancher bas, donc la partie basse du bâtiment, souvent qui est posée sur un sous-sol. Voilà, un petit rappel, mais c'est important avant qu'on développe un petit peu les types d'interventions à mener sur chacune de ces principales déperditions. Alors, je commence par le pont thermique parce que c'est un élément important, notamment dans la mise en œuvre. On va voir que dans à peu près tout ce qu'on fait, on parle de bloquer les ponts thermiques. Donc, un pont thermique, c'est quoi? C'est une interaction entre diverses parties, ce qu'on appelle la structure du bâtiment. Là, par exemple, vous avez en vertical, je ne sais pas si ma souris marche, voilà, ce qu'on appelle le mur extérieur ici, donc la façade de votre bâtiment. Et puis, vous avez à chaque étage le plancher sur lequel vous vivez finalement. D'accord ? Un pont thermique, c'est quoi? C'est une liaison finalement sans barrière d'isolation entre les parties qui sont à l'intérieur et les parties qui sont à l'extérieur. D'accord? Donc, le premier inconvénient, c'est qu'effectivement, on perd de la chaleur, donc la chaleur fuit directement, donc ça veut dire qu'on n'a pas des bons rendements. Et deuxièmement, dans vos immeubles, quand on parle de condensation de moisissure, c'est ça, c'est que
On a ces parties froides qui viennent directement en liaison avec des parties chaudes, et on condense, et ça crée des soucis au niveau de l'intérieur de vos bâtiments. Donc voilà, donc c'est pour ça que ces ponts thermiques-là, ils sont très néfastes, et dans tout ce qu'on va essayer de mettre en œuvre là, notamment au niveau de l'enveloppe, donc toiture, façade, mesure extérieure, on va chercher à les réduire, ces ponts thermiques. Alors là, on a un plancher vers l'intérieur, mais si on met un balcon vers l'extérieur, dans l'autre sens, c'est le même principe, hein. Ça veut dire qu'effectivement, on a aussi un pont qui va se faire entre la partie intérieure et la partie extérieure. Alors, on a vu que la plus grosse déperdition, elle est par les murs. Donc, comment est-ce que quelles sont les différentes solutions pour isoler ces murs? Alors, il y a deux grandes possibilités, hein. On peut isoler ou par l'extérieur, et l'intérêt, c'est qu'on va bloquer ces ponts thermiques, on le verra, ou par l'intérieur. Alors, l'intérieur, ça, c'est quelque chose qui est fait depuis pas mal d'années. Pourquoi on évite de le faire aujourd'hui sur les travaux d'innovation? Deux raisons. La première, c'est que quand on isole par l'intérieur, on ne bloque pas les ponts thermiques. Et deuxièmement, isoler par l'intérieur, ça veut dire qu'on fait des travaux intrusifs dans les logements. Donc, c'est quand même beaucoup plus pénalisant. Sachant que quand on parle de rénovation, que ce soit d'ailleurs villa ou immeuble, naturellement, dans la très très grande majorité des cas, ces rénovations se font en site occupé. On ne va pas demander aux locataires ou aux résidents de partir de leur logement pour assainir et rénover. Donc c'est pour ça que l'intervention par l'extérieur, elle est beaucoup moins intrusive et beaucoup plus efficace. Donc la première intervention extérieure, c'est ce qu'on appelle des isolations mécaniques que l'on va fixer directement sur le mur de façade, alors qu'il soit en plomb, moellon, en béton branché, etc., peu importe le support. Donc on vient mettre effectivement cet isolant-là. Alors très souvent, ce sont des isolants, on le verra un petit peu en fin de présentation, qui sont assez carbonés, hein. On parle de polyester, de polyuréthane, enfin des choses qui sont faites à base d'énergie fossile, de pétrole. Néanmoins, c'est quand même ce qui est majoritairement fait aujourd'hui. Donc un panneau isolant qui est fixé, fixé mécanique avec différents types de fixations sur le mur. Et puis ensuite, on vient recouvrir cet isolant d'un premier enduit, enfin treillis, enduit, régulateur et finition en crépi finalement, d'accord, pour avoir un aspect minéral. Donc c'est la solution, je dirais, la plus commune, la plus simple, également la moins onéreuse pour isoler un bâtiment, les murs d'un bâtiment. Alors après, les photos, on sait ce qu'on voit dans pas mal de chantiers, notamment sur le canton. Voilà, hein, ces paquets d'isolants qui sont livrés en bas de chantier. Et puis après, vous avez des ouvriers sur les façades qui les mettent en œuvre, qui les collent ou qui les fixent mécaniquement sur les façades. La deuxième, je dirais, grande famille d'isolation périphérique, c'est ce qu'on appelle les systèmes ventilés. Alors, un système ventilé, c'est quoi? On vient appliquer, même principe, hein, sur la partie maçonnée du bâtiment. On vient appliquer un isolant. Alors là, c'est pareil, hein, il peut y avoir différents types d'isolants. Et on crée ce qu'on appelle une lame d'air entre. Alors l'isolant, il est mis entre des structures qui sont fixées sur la partie maçonnée du bâtiment. Et puis on va recouvrir tout ça d'un parement extérieur, un panneau de façade. Donc ça peut être alors là du bois, des résines. Il y a beaucoup de matériaux un petit peu différents. C'est aussi un aspect architectural qu'on va donner au bâtiment au moyen de ce parement extérieur. Et puis entre l'isolation et ce parement, on a ce qu'on appelle la lame d'air ventilée, d'où isolation périphérique, bardage ventilé. Et cette lame d'air, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet cheminée, et elle permet d'avoir finalement un tampon entre la partie extérieure et la partie isolée. D'accord ? C'est un grand principe, hein, de la façade ventilée. Voilà, c'est un petit peu les deux principes d'isolation périphérique qu'on peut trouver. Voilà, vous avez une autre coupe, mais c'est le même principe, hein, de système ventilé. Et puis, on a ce qu'on appelle les systèmes préfabriqués. L'intérêt de ces systèmes-là, alors les deux systèmes précédents, ce sont des systèmes qui sont avec une mise en œuvre qui est quand même assez lourde, hein, puisqu'on vient intervenir, on vient mettre de l'isolant directement sur les murs, on fixe ça plaque par plaque, donc c'est assez long.
On vient ensuite mettre des treillis, c'est crépi, donc c'est pas forcément très propre. Bref, c'est un vrai chantier, quoi. Et puis, ça peut être compliqué. Alors, les surfaces totalement en borgne, c'est assez simple. Quand on commence à vouloir isoler avec ce principe-là des surfaces plus compliquées, telles que les balcons, telles que ce qu'on appelle les murs de refend que l'on voit ici sur la façade du bâtiment, tout de suite, c'est beaucoup de détails, c'est beaucoup de mise en œuvre compliquée, c'est du temps. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. Quand on peut mettre un système préfabriqué, ça veut dire que l'élément de façade qu'on voit là, donc ça, c'est un système ventilé, hein. Cet élément-là, il est fait dans un atelier, une usine, donc dans un environnement qui est très propre, qui est parfaitement contrôlé. Donc, tout ce qu'on vous a dit avant, ça veut dire le support, la structure, l'isolant, la lame d'air ventilée, le parement extérieur. On voit qu'ici, on a mis les menuiseries extérieures directement intégrées sur la façade. Donc, tout ça est fait en atelier, est livré sur le chantier, on le voit là, sur des racks. Et ensuite, par simple brutage, on vient fixer ces éléments préfabriqués directement. On vient finalement envelopper complètement le bâtiment. Et là, on comprend très bien que tous ces ponts thermiques que je vous expliquais tout à l'heure, qui sont là, donc les liaisons entre l'extérieur et l'intérieur, comme on vient emballer complètement le bâtiment, on vient réduire à néant tous ces ponts thermiques. Donc, ça veut dire qu'on est extrêmement efficace dans l'isolation qu'on fait, dans les performances finalement du futur bâtiment. Et surtout, en termes de chantier, on est aussi très efficace parce qu'on va très très vite. L'intervention finalement, elle est beaucoup plus courte qu'avec des méthodes traditionnelles. Donc, il y a par exemple un exemple qu'Olivier Ozilou connaît très bien parce que c'est à côté de chez lui, c'est la coopérative La Cigale à Genève. Signataire d'ailleurs a été le bureau d'assistance à maîtrise d'ouvrage énergie qui a piloté tout ce chantier-là. Vous avez en bas à gauche les photos des bâtiments avant et vous avez en haut à droite les photos des bâtiments une fois qu'ils ont été totalement assainis avec ce principe de façade préfabriquée. Voilà. Pour la petite histoire, on atteint, Olivier parlait tout à l'heure de différents standards de performance énergétique, des standards classiques, des standards de haute performance, de très performance. Là, pour le coup, ce bâtiment-là, il est labellisé MinerJP, donc c'est ce qu'il y a de plus performant aujourd'hui, même dans la construction neuve. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui rénover, assainir des bâtiments anciens. Ces bâtiments-là, ils sont des années 50, hein, donc ils sont très anciens, et ils les ont amenés au standard MinerJP, donc un très haut standard de performance énergétique. On voit aussi pour le coup qu'on relook un petit peu les bâtiments, donc ça permet aussi souvent ces rénovations de redonner un aspect architectural plus contemporain, plus moderne au bâtiment. Voilà, ça c'était un petit peu la première grande déperdition que sont les murs. Les toitures, donc pour rappel, c'est à peu près 10% des déperditions. Donc il y a deux principes de toiture plate, toiture en pente. Alors ici, vous avez à gauche une toiture, on va dire une solution souvent existante, hein, donc vous avez la dalle toiture existante, vous avez le pare-vapeur. Le pare-vapeur, c'est ce qui permet finalement de gérer les points de rosée et d'éviter justement que ça condense à l'intérieur des logements par rapport à l'environnement extérieur. On a souvent déjà, les toitures étaient quand même souvent isolées, même sur les bâtiments assez anciens. Néanmoins, aujourd'hui, comme la protection mécanique dessus, l'étanchéité est souvent dégradée, l'isolant, il est souvent ce qu'on appelle inondé, plein d'eau, donc il est en grande partie inefficace. Et puis en toiture plate, on a toujours une protection mécanique au-dessus de l'étanchéité, souvent c'est des graviers. Aujourd'hui, plus communément, on met par exemple des systèmes de végétalisation de toiture, mais il y a toujours un système de protection mécanique, souvent au-dessus des étanchéités de toiture. Alors, qu'est-ce qu'on fait simplement ici? C'est qu'on part du même support, hein. Alors, on garde ou pas le pare-vapeur suivant son état. Bien évidemment, tout ce qui est isolation, généralement, on enlève. On remplace par un isolant neuf et plus épais, en tout cas bien plus performant que celui qui était existant. On reprotège bien sûr la partie isolation par un système d'étanchéité et on met dessus, alors après, végétalisation, gravier. Là-dessus viennent souvent des systèmes de production renouvelable tels que photovoltaïque ou panneaux aux chaudes solaires thermiques. Voilà, donc effectivement, on voit un petit peu le complexe, l'intervention qu'on fait sur les toitures plates. Et puis on voit là en bas à gauche une photo. Donc là, on voit que la première partie noire ici, c'est le pare-vapeur. On met l'isolant souvent en deux couches. Donc
en fonction des performances que l'on veut atteindre sur l'enveloppe globale du bâtiment. Et puis là, on voit le collaborateur qui est en train de faire l'étanchéité. Donc, sur la partie isolation, il viendra ensuite dessus la végétale, le gravier, etc., etc. Voilà, ça c'est l'intervention en toiture plate. En toiture inclinée, alors villa ou immeuble, hein, parce que ça dépend un petit peu des plans de quartier, des architectures et de ce qui était construit. C'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que souvent on garde ce qu'on appelle la structure de la toiture, donc la panne et les chevrons, hein, ce qui est directement la première partie physique de la toiture. Et puis dessus, on vient mettre finalement une surtoiture, donc ça veut dire on met un premier parement, hein, des plaques de bois souvent, et là on met le même complexe, par vapeur, système d'isolation, et puis on est très souvent en toiture avec un système ventilé, donc on a des contre-chevrons sur lesquels viennent s'appliquer effectivement un voligeage et la couverture finale. Alors là, on a couverture, tuiles, briques, tout ce qu'on veut, quoi. D'accord, ça dépend des règlements de construction du lieu dans lequel on se trouve. Alors, petite remarque quand même, quand on parle de toiture inclinée, souvent on a des combles. Les combles, dans vos études de projet de rénovation, regardez quand même la faisabilité de les aménager. Parce qu'en fonction de l'inclinaison des toitures, souvent les volumes peuvent être assez généreux, ne sont pas utilisés aujourd'hui. Il faut quand même savoir que le fait d'aménager des combles, c'est créer des surfaces de logement supplémentaires sur lesquelles vous n'avez pas d'impact foncier, puisque le foncier, vous l'avez, le terrain, il est déjà payé. Donc ça veut dire que ce sont souvent des surfaces de logement qui sont assez rentables en termes de rendement et qui permettent de financer tout ou partie de la rénovation. La rénovation, forcément, c'est un coût, hein, on ne peut pas forcément répercuter sur les loyers. Donc, pour un propriétaire, par exemple, ça peut être intéressant d'augmenter sa surface locative de l'immeuble pour absorber une partie du coût de la rénovation. Donc, ne l'oubliez pas dans vos études de rénovation. Et puis, on voit à gauche, à chaque fois, j'ai mis un petit peu une petite photo pour illustrer un petit peu ce qu'on voit là, hein. Donc, la structure dessous, on voit ce parement, la partie isolation qui est dans des structures de caissons, et puis dessus viendront les parties d'étanchéité, de protection et de couverture. Voilà un petit peu les deux grands modes d'intervention sur les toitures. On parlait, vous savez, de plancher bas. Donc plancher bas, souvent dans les immeubles, ce sont les dalles qui sont sur les sous-sols. Et c'est vrai que ceux qui habitent directement au premier niveau d'habitation, le sol n'est pas souvent très très chaud. C'est lié à ça, c'est qu'il y a une déperdition par ces parties-là. Donc on vient mettre un isolant, on vient fixer mécaniquement un isolant. Donc là, on n'a pas le côté intempérie. Donc ça veut dire qu'on a juste une protection mécanique et une protection thermique que l'on vient fixer, ce qu'on appelle en sous-face de dalle. Et ça, pour rappel, ça fait à peu près entre 5 et 7% de déperditions qui sont compensées. Les mesures extérieures, hein, toujours pour rappel, c'est une vingtaine de pourcents des déperditions d'un bâtiment. Donc là, j'ai juste mis deux graphiques pour montrer qu'on peut intervenir soit en pose en applique intérieur ou extérieur. Simplement, on voit là que, de nouveau, le principe, c'est d'avoir des menuiseries et des vitrages qui sont beaucoup plus performants que ce qui est souvent en place, hein, pour augmenter la performance énergétique du bâtiment. Et puis surtout que la mise en œuvre, on va bloquer ces ponts thermiques et on va mettre effectivement des systèmes d'isolants entre les parties maçonnées et la menuiserie. On voit par exemple ici un isolant qu'on met, ce qu'on appelle sur l'embrasure, qui vient contre la menuiserie pour bloquer ces fameux ponts thermiques. Voilà. La dernière intervention à faire, c'est la partie étanchéité à l'air. Donc, on a vu que une des grandes déperditions, hein, c'est pas loin, mais c'est presque autant, mais pas loin que la partie des murs, c'est la ventilation mécanique. Donc, surtout qu'on va, je dirais, augmenter l'isolation et l'étanchéité de vos logements. Donc, il est clair qu'il faut absolument réguler mécaniquement le renouvellement de l'air dans vos logements. Donc là, j'ai un schéma effectivement de comment ça se passe globalement sur un immeuble. Donc on extrait toujours l'air vicié. Donc l'air vicié, c'est l'air chaud qui est chargé en CO2 parce que quand on est dans un logement, on dégage du CO2 et l'air devient vicié. Donc il faut effectivement extraire cet air-là. On extrait dans les pièces humides, hein, donc salle de bain, salle d'eau et cuisine.
Donc, on extrait dans chaque logement, on voit ces 6-7 par ce qu'on appelle des bouches ici, et on vient dans des gaines qui sont extraits sur la partie haut du bâtiment par un extracteur. Donc, l'idée, c'est que le volume d'air que l'on extrait du logement pour enlever cet air vicié, ben, on est un équilibre avec l'air extérieur qui rentre, d'accord? Et cet air-là, il va rentrer par les menuiseries, ce qu'on appelle par les réglettes des menuiseries. Donc, quand on change des menuiseries extérieures en rénovation, il faut bien faire attention qu'on ait un système qui permette à l'air qu'on extrait de rentrer dans le logement, d'accord? Voilà un petit peu le principe. Alors, je vous ai mis à gauche là deux graphiques. Hein. Donc, on voit là une coupe d'une menuiserie extérieure où on voit effectivement avec ces flèches-là le flux d'air. Hein. Donc là, on est à l'extérieur, là, on est à l'intérieur. Effectivement, il faut absolument que l'air qu'on extrait puisse rentrer dans la pièce. Sinon, on met en dépression et on n'est pas très bien en termes de qualité de vie intérieure. Et puis, au niveau extraction, on voit ici cette bouche hein, qu'on est dans les piézos en salle de bain. C'est ce qui permet d'extraire l'air vicié. Alors, on parle de VMC hygrorégable. Pourquoi? Il est clair que cet air-là qui rentre en 1, ben, quand on est en été, ça va à peu près. Quand on est comme en ce moment où il fait du moins 2, moins 3, moins 4, on a eu du moins 10, moins 12, ben, ça veut dire qu'on fait rentrer dans le logement de l'air à très basse température. Donc, ça, ce n'est pas très bon au niveau thermique. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Eh ben, il faut simplement faire rentrer la quantité d'air juste et nécessaire. Ça veut dire que le système hygroréglable, il fait que les bouches qu'on voit là dans les salles de bain, ce sont des bouches qui tiennent compte de l'hygrométrie du logement. Donc, ça veut dire que s'il n'y a personne dans le logement, qu'on a peu de dégagement de CO2, que l'air n'est pas vicié, bah, finalement, ce n'est pas la peine de renouveler l'air. Donc, effectivement, les systèmes vont détecter le taux d'humidité dans les bâtiments et extraire simplement les quantités nécessaires en fonction de cette hygrométrie du bâtiment. Et c'est le même principe sur les bouches qui sont sur les mesures extérieures. On fera passer en fonction de l'hygrométrie. Donc, c'est un système, je dirais, simple flux, assez facile à mettre en œuvre en rénovation, mais qui a quand même une capacité à limiter l'apport d'air frais, notamment en hiver, pour ne pas trop pénaliser le côté thermique du bâtiment. On peut, sur cette partie numéro 11, là, donc cet air chaud qui est extrait, on peut, sur un plan thermique, se servir de ça. Donc, c'est finalement ici, à l'entrée, là, ce qu'on voit cuisine, air chaud, etc. C'est la sortie de l'extracteur au slide précédent. On peut utiliser les calories qui sont présentes dans cet air chaud-là pour préchauffer en fait l'eau chaude sanitaire. D'accord? Donc, on a un système de pompe à chaleur ici qui se sert de la calorie qui est contenue dans l'air extrait du bâtiment pour cette calorie être transmise finalement dans l'eau chaude sanitaire. Et ça, très souvent, on arrive effectivement à chauffer une quantité d'eau assez importante. Ça veut dire que c'est l'eau gratuite, c'est l'eau chaude gratuite finalement au niveau de votre immeuble. Donc ça peut être intéressant ce système de pompe à chaleur qu'on appelle PAC sur air extrait. Je vais finir en vous rendant un petit peu attentif quand même. Là, on a parlé effectivement de comment moins consommer sur le bâtiment. Donc, moins consommer, c'est moins consommer d'énergie et au final, moins rejeter de CO2. Néanmoins, Olivier parlait de scope 1, scope 2, scope 3 au niveau des bilans carbone. Il faut quand même être attentif au fait que c'est un peu dommage de mettre en œuvre des solutions qui coûtent pour moins consommer, mais que ces solutions, finalement, soient génératrices de CO2, d'énergie grise, donc de carbone gris à la mise en œuvre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est quand même important, quand vous mettez en place notamment des isolants et des paravents de façade, de regarder un petit peu quelles sont les émissions de carbone de ces matériaux-là. Donc, on parle de matériaux biosourcés ou géosourcés. Donc le bois, les watts de cellulose, le chanvre, la paille, tout ce qui est fibre végétale. Donc ce sont des isolants qui sont effectivement, on le verra, avec des bilans carbone négatifs. Et puis matériaux géosourcés, bah, tout ce qui est terre crue, tout ce qui est pierre, qui sont des matériaux intéressants à ce niveau-là. Pour finir, un petit graphique. Voilà. Donc ça vous montre les différents types d'isolants qu'on peut trouver. Donc je dirais pour une même surface, donc en mètre carré,
d'isolants avec la même capacité calorifique, donc le même pouvoir d'isolation, ben, on voit que tous ces isolants que l'on voit, le paille, le liège, le bois, fibre de bois, cellulose, etc., ben, finalement ont des bilans carbone négatifs. Donc finalement, quelque part, ils stockent du carbone. À l'inverse, ce que je vous disais au début, donc ces laines de verre, ces plaques blanches qu'on a vues là, ces polystyrène, polyuréthane, qui sont faits à base notamment de pétrole, ben, sont des isolants qui sont générateurs de CO2. Donc, juste le message là, c'est de dire, c'est un peu dommage de mettre en œuvre des choses pour réduire les émissions de CO2 sur la durée d'exploitation du bâtiment, donc c'est les 20 à 25 ans qui vont suivre, mais d'avoir généré presque autant de CO2 à la mise en œuvre parce qu'on n'a pas forcément pris les bons matériaux. Donc voilà, c'est quelque part un petit clin d'œil, mais soyez attentifs quand vous faites vos rénovations à ne pas générer autant, voire plus de CO2 que ce que vous allez économiser dans les 20 à 30 ans qui vont suivre. Voilà. Merci Raphaël pour cette présentation très complète. On a un tout petit peu dépassé le temps de présentation, mais Richard nous en voudra pas, il va nous rattraper tout ça. Je vous rappelle juste que donc du coup il y a les sondages qui sont en ligne dans le petit onglet sondages. Je pensais naïvement vous les mettre un par un. Je vois qu'ils sont tous arrivés en même temps, donc vous pouvez répondre au fur et à mesure. Les réponses vont être au final données un petit peu au fil des présentations. Vous pouvez aussi, dans l'onglet questions, poser toutes vos questions et puis voter pour les questions qui sont là, celles qui, voilà, s'il y en a qui sont relativement similaires aux vôtres, ne pas hésiter à les mettre en avant pour qu'on y réponde assez rapidement. Et puis, on va pouvoir maintenant donner la parole à Richard Louet pour aller faire un petit peu la suite. On a fait le point, d'abord le point de situation pour se rendre compte qu'il fallait agir. Le deuxième axe, c'était vraiment d'abord d'agir sur son propre bâtiment pour chauffer efficacement. Et puis maintenant, on va rentrer dans le concret. Et comment on se chauffe? Est-ce qu'on continue de miser sur cette bonne vieille centrale à mazout? Quelque chose me dit que ça ne va pas être le sujet du jour, Richard. Exactement. Ce sera difficile de proposer cette solution à la suite des présentations de Raphaël et d'Olivier. Donc, comme tu dis, moi je vais faire assez rapide finalement parce que chaque bâtiment a sa propre solution, je dirais, en termes de chauffage. Ce qui permet de dire, quelles sont les questions à se poser au départ, au lieu de regarder le panel de solutions de chauffage qui existent, c'est de partir de son constat. Qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, le niveau de l'isolation, on l'a vu. Donc, comme l'a dit aussi en préambule Olivier, le chauffage à distance est plus adaptable, mais si on part sous l'idée d'une pompe à chaleur, il y a quand même un minimum de job à faire sur son bâti pour que ce soit plus ou moins efficace. L'usage, évidemment, si on est plus sur de l'usage d'habitation, du bureau, un mixte aussi, c'est aussi important. Et puis la surface totale, notamment la SRE, la surface chauffée, qui est aussi importante. L'emplacement du bâtiment est aussi important. On peut se dire qu'un bâtiment similaire sur Genève et puis sur la côte consomme de la même manière. Pas forcément, ça peut dépendre aussi de l'altitude à laquelle se situe le bâtiment, le type de sol, on le verra ensuite s'il y a un potentiel géothermique, et l'orientation évidemment. Et partir du constat de départ, l'état de la chaufferie actuelle, la dimension, les accès, le type de distribution aussi, et puis l'état global des installations pour cette notion d'urgence ou non. Et puis, évidemment, vos attentes et vos besoins. Donc, est-ce que vous êtes plus axé sur la partie confort et la partie coût, la partie renouvelable? Ça, c'est vraiment la volonté de chacun. On sait que de plus en plus, on est quand même obligé de tendre vers ces énergies renouvelables pour ne pas avoir des problématiques ou voire même des interdictions. On voit que le gaz, le mazout, à certains endroits, vous ne pouvez plus renouveler votre chaudière à mazout du moment où le brûleur vous lâche. Voilà, donc c'est vraiment important de fixer ces objectifs parce que ça va être des investissements qui vont être faits à long terme et qui vont vous permettre de peut-être d'opter pour une solution plus qu'une autre ou même dans le cas, on va le voir par la suite, c'est peut-être la solution finalement qui va s'imposer à vous parce que, par exemple, installer une pompe à chaleur est difficile, voire impossible dans votre bâtiment. Donc les solutions, j'ai repris brièvement un peu les solutions, je dirais, tourner vers l'avenir. Il reste le gaz, évidemment, qui est toujours courant. Il y a des chaudières plus ou moins efficaces. Le bois, donc au sens large, le pellet, la pompe à chaleur et le chauffage à distance. Donc, on reviendra un petit peu plus sur les deux derniers points par la suite.
Je jongle tout de suite sur la comparaison des prix parce que c'est ce qui nous fait un peu jongler aujourd'hui, ce qu'on a vu sur les 2 dernières années. Et finalement, ça va être assez représentatif du choix de type de chauffage que vous pouvez faire. Si on regarde sur la partie chauffage à mazout et gaz et pellet, vous êtes sans doute à même de savoir cette flambée des prix qu'on a eue, liée au caractère politique évidemment, mais pas que. Et même sur l'effet du pellet, à savoir que le pellet est quand même c'est transformé, c'est quelque chose qui est transformé, alors qu'on voit la plaquette forestière qui est disponible notamment d'une manière un peu plus locale. Oui, il y a eu évidemment une légère évolution, mais c'est quelque chose qui est quand même très stable. Je vous ferai le lien après avec la partie chauffage à distance, en parlant de mix énergétique qu'Olivier a pu introduire au préalable aussi. C'est-à-dire qu'il y a une partie renouvelable, mais il y a toujours de l'appoint pour les centrales de chauffage à distance. Et c'est sur cette base-là que les prix sont indexés et qu'il peut y avoir plus ou moins d'influence. Le potentiel géothermique, donc on en parle de plus en plus, notamment avec les forages qu'il y a proche de chez nous sur la côte actuellement, d'autres qui ont un petit peu moins de réussite, mais il faut savoir que la géothermie, il n'y en a pas non plus partout, donc il y a un potentiel qui est existant et il y a surtout des restrictions qui existent. Je vous ai mis une petite étude qui a été faite à l'EPFL sur les variations selon sur notre territoire. Vous pouvez voir qu'il y a quand même des secteurs très différents où il y a certaines permissions et d'autres où clairement on ne peut pas faire de géothermie. Donc même si on a la volonté de le faire, selon le lieu d'habitation, c'est impossible de le faire. Évidemment, plus on va descendre, plus il y aura de la chaleur, d'où la raison d'aller forer au plus profond. C'est des gros investissements, mais de nouveau, c'est les joies de la Terre, c'est que on n'a pas de garantie. Il y a des études qui sont faites, mais on ne sait pas ce qui se passe 3 km sous nos pieds. Donc c'est aussi un pari à ce niveau-là. À plus petite échelle, évidemment, on a quand même certaines garanties, ou du moins un retour d'expérience qui nous permettent de garantir que la géothermie va être efficace ou non. Il y a des systèmes de sondage qui sont faits au préalable. Pour rester sur ce point-là, et notamment la pompe à chaleur, avant de passer sur la partie chauffage à distance, voilà, on a dit la pompe à chaleur, alors selon la taille et la puissance de vos bâtiments, donc le besoin de puissance pour chauffer l'ensemble, à la fois la partie chauffage et à la fois la partie eau chaude sanitaire, une pompe à chaleur, ça va être quand même assez conséquent. Donc si vous passez, je ne sais pas, d'une chaudière gaz et vous passez une pompe à chaleur, peut-être que déjà, ça ne rentre pas dans vos locaux. Alors déjà, techniquement, c'est déjà une vraie problématique. Après, il y a toujours les possibilités d'étudier et de se dire peut-être les disposer en toiture. Est-ce que vos toitures sont adaptées pour aussi? Ça va être une seconde question. Et puis, qui dit pompe à chaleur dit génération des consommations électriques supplémentaires. Et si on veut être logique, il faudrait produire soi-même son électricité. Donc, on parle souvent de pompe à chaleur et de photovoltaïque. Donc, c'est important de réfléchir, je dirais, en parallèle sur ces deux solutions pour minimiser la dépendance du réseau en termes de consommation électrique pour le fonctionnement de sa pompe à chaleur. Donc, qu'est-ce qu'un chauffage à distance? Pour la partie chauffage à distance, donc pour passer brièvement, et puis on reviendra sur l'ensemble de ces éléments à la suite. Donc, c'est une manière décentralisée de chauffer son bâtiment. Donc, au lieu que chacun ait son système de chauffage, que ce soit du mazout, du gaz ou autre, chez soi, on va créer une centrale, idéalement à l'extérieur des villes, des communes, et on va venir alimenter l'ensemble des bâtiments par le biais d'un échangeur, d'une sous-station qu'on va installer dans vos locaux. Donc, on va partir d'une énergie renouvelable en très grande partie. Nous, en moyenne, et on reviendra un peu sur le nombre de réseaux que l'on a à disposition, c'est au minimum 80% de renouvelables. Donc, et l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a autour de chez nous? Quelle énergie locale et renouvelable nous avons à disposition? C'est pour ça que vous voyez des projets, notamment de chauffage à distance, qui sont à partir d'eau du lac. Et d'autres projets qui sont vraiment axés sur la plaquette de bois parce qu'il y a énormément de forêts aux alentours et c'est des plaquettes qu'on peut récupérer notamment dans le cadre d'entretien des forêts ou un mix des deux. L'avantage des centrales de production, c'est que certaines permettent aussi à la fois de produire de l'électricité, donc notamment à partir du bois, à Puydou pour celles et ceux qui prennent l'autoroute, que vous voyez, on produit aussi de l'électricité à partir du bois et on va vraiment exploiter la quasi-totalité de la matière pour limiter vraiment les pertes. Ensuite, le réseau de distribution. Donc, on va venir ouvrir les routes pour déposer nos tubes. Au minimum, c'est un aller et un retour. Donc ça, c'est les réseaux en haute température.
et oui, pardon, j'ai oublié de préciser qu'il y a la partie FAD, on parle de CAD, chauffage à distance, et FAD, froid à distance. Donc là, c'est quand on utilise notamment l'eau du lac, ça nous permet aussi de rafraîchir le bâtiment. Donc ça, c'est offrir un confort supplémentaire et un petit plus. Donc là, il y aura des réseaux qui seront à la fois séparés, parce que quand on vient notamment prendre l'eau du lac à côté de chez nous, on a une stabilité de température, on est environ à 7 degrés. Et avec ce fluide et avec cette eau, alors ce n'est pas évidemment l'eau du lac qui est injectée directement dans le réseau, mais on va venir prendre cette calorie pour garantir un niveau de température. Donc on distribue le réseau et ensuite on vient s'introduire dans votre bâtiment avec les tubes. Je vous ai mis ici des photos de nos centrales de production, notamment celle de Morges et celle de Puydou, que j'ai mentionné juste avant, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte du dimensionnement de ces installations. C'est des choses aussi que vous pouvez visiter, hein, si vous avez la curiosité ou l'intérêt. Vous pouvez visiter, de faire des demandes pour visiter ces centrales de production. Voilà, donc on a vu les centrales de production, comment elles sont réfléchies. Donc, on ne peut pas faire n'importe quelle centrale n'importe où. Il faut savoir que le canton est très attentif à ça. Au préalable, avant qu'un projet soit déposé et accepté, on est quand même très challengé, notamment sur la typologie des bâtiments, sur est-ce qu'il y a vraiment des consommateurs à même de prendre cette énergie-là, à partir de quel type d'énergie, de quelle manière on va garantir l'approvisionnement, parce que faire des centrales à bois, c'est bien beau, mais si on n'a pas la garantie, un minimum d'approvisionnement, on ne peut pas forcément les faire. Donc ça, c'est vraiment des étapes importantes et c'est ce qui fait qu'un projet peut être long. Entre les premières discussions et la mise en place de la centrale, on peut compter vite 3 années, parce que c'est très réglementé et très suivi. Ensuite, un réseau, comment ça se présente? Je vous ai mis juste un petit exemple de réseau. Ça, c'était celui notamment à l'EPFL. Donc, il y a toujours cette notion d'aller-retour, de tube, et c'est ce que vous voyez notamment dans les fouilles, sans doute autour de chez vous en ce moment. Quand vous vous demandez pourquoi on ouvre et on bloque certaines routes, c'est pour notamment ajouter ces modes de distribution en complément des travaux sur l'eau, le gaz et autres services. Donc après, il y a ces tubes qui sont là, qui sont pré-isolés, que vous voyez, ça c'est la pré-isolation du tube pour éviter les pertes. Et ensuite, ils sont soudés entre eux et manchonnés pour garantir l'étanchéité des soudures. Et puis, ça, c'est la fameuse sous-station échangeur qu'on vient installer chez vous. Je vous ai mis les dimensions ici pour vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose de très peu imposant. Au sein de votre installation, c'est aussi simple que ça. On a un système ici qui permet de contrôler, de réguler l'installation, de régler notamment certaines températures et autres. Et puis, à l'intérieur de ce caisson, il y a le compteur, les vannes, et puis tout ce qui va bien pour vous garantir et vous fournir de la chaleur. Donc, il y a toujours un arrivée et un départ. Donc, nous, c'est vraiment, dans le cadre d'un chauffage à distance, la limite de prestation. C'est-à-dire que l'exploitant est propriétaire de ce caisson, donc de cette installation, et c'est ce qui fait qu'il doit vous garantir une fourniture de chaleur, tout comme on vous garantit une fourniture d'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et peu importe la panne qui va se passer sur ce système-là, c'est l'exploitant qui en est responsable et qui en a la charge. Les principaux avantages d'un système comme celui-là, c'est qu'il n'y a pas de réinvestissement. Pourquoi pas de réinvestissement? C'est qu'il y a un minimum d'investissement au départ parce que vous avez un forfait d'introduction. C'est une contribution aux travaux. Je vous laisse imaginer entre un raccordement entre la rue avec la conduite principale pour venir vraiment jusqu'à votre chaufferie. Donc, vous avez une contribution qui est variable selon la puissance de votre installation et parfois des distances, évidemment. Donc, ça, vous participez une seule fois et unique. Et ensuite, vous n'avez plus aucun investissement parce que ça, c'est des investissements à très long terme, à vie. Et puis, c'est notre propriété. Pas d'entretien. Évidemment, il n'y a pas d'entretien de brûleur. C'est quelque chose de très simple parce qu'on vient directement avec de la chaleur dans les tubes. Il faut savoir qu'il y a des réseaux, ils sont environ à 75 degrés qui arrivent chez vous et ça vous garantit le confort nécessaire à la fois pour l'eau chaude sanitaire que pour le chauffage. La stabilité du prix de l'énergie, on l'a vu tout à l'heure, notamment si le chauffage à distance, et ça c'est une grande partie, est à base de bois et non pas de pellet, parce qu'on a vu que le pellet a quand même flambé. Et on voit en moyenne, pour vous donner un ordre d'idée, nous sur les vingtaines de projets aujourd'hui qui sont en cours, on est sur des moyennes à maximum 5% d'augmentation
selon l'indexation. Donc, si on compare avec l'augmentation du gaz et du mazout, c'est très très faible et c'est à la fois garanti. Le gain de place, donc clairement, une fois que vous avez disposé votre chaudière à mazout, vous pouvez très rapidement, mais Raphaël a fait le lien tout à l'heure, ces fameux espaces supplémentaires que vous pouvez exploiter. Dans certains bâtiments, il faut savoir que vous pouvez même peut-être obtenir des caves supplémentaires. Et c'est aussi une manière d'avoir du gain et peut-être de financer une partie de l'investissement initial pour se raccorder à un chauffage à distance. Une solution silencieuse, en effet, il n'y a pas les inconvénients qu'on peut avoir avec une chaudière à mazout et des fois certaines installations au gaz qui sont peut-être un peu plus vieilles. La sécurité d'approvisionnement, parce qu'elle est garantie, et les émissions de CO2, en effet, qui sont faibles. Pour exemple, en termes d'émissions de CO2, et notamment d'énergie renouvelable, si on vous donne deux chiffres clés, mais si on prend nos centrales d'Avanches et puis de Grandson, on est à 95% et 97% d'énergie renouvelable sur une année pleine sur 2022. Donc, on arrive quand même à atteindre des ratios quand même très importants, même s'il y a toujours la point gaz ou mazout des fois, mais en majorité, c'est quand même souvent du gaz pour garantir les pannes et puis combler les éventuels entretiens des chaudières existantes. Donc, le chauffage à distance, on en parle, vous entendez parler, on peut peut-être se dire que c'est encore flou ou peut-être trop futuriste, mais non. Alors, c'est vrai que ça a eu une forte explosion ces dernières années. Si on regarde quelques chiffres, en tout cas, nous, au sein de Romand d'énergie, ça reste, on va dire, nouveau. C'est depuis 2015 où on a fait la première acquisition de notre première centrale, donc c'est un rachat d'une centrale de chauffe. Ensuite, 2018, où là, on a commencé à créer nos propres centrales. 2020, là, on a mis en service une grande partie. Donc, je vous parlais de 2-3 ans, donc 2018-2020, des projets qui étaient à l'étude et qui ont été mis en service. Et puis là, on voit encore ce développement assez impressionnant. Donc, passer de 21, 26 projets et 38 sur 2023. Donc, ces projets, ça comprend vraiment les centrales qui sont en exploitation et les centrales qui sont en cours de développement. Donc, il peut y avoir des permis qui sont en train d'être déposés, mais par contre, il y a déjà des sondages auprès de la population qui ont lieu pour savoir s'il y a un intérêt à obtenir un tel système de chauffage. Et on peut en parler là des plus récents. Donc, on a Payerne, on a Montreux actuellement, on a Rolle. Donc Roll, c'est des projets très spécifiques, mais il va y avoir des projets qui vont se développer. Il y a Morges qui se développe également. Grandson, Moudon, ça grandit un petit peu partout. Il y a toujours ces projets de Avanches qui est existant depuis quelques années, mais qui se poursuit finalement et qui va poursuivre son expansion. Et puis, tous ceux de nos partenaires, notamment sur Thermoréseau Nyon et Gland. Donc, ça, c'est des sociétés qui sont constituées avec plusieurs prestataires. Et puis, si on regarde aussi proche de chez nous, les services industriels de Lausanne qui ont aussi présenté très récemment leur plan d'expansion de leur chauffage à distance. On a Bussigny aussi qui grandit assez, Écublanc, Chavannes-Pré-Renan. Donc, tous ces secteurs-là, on voit que c'est en plein boom. Et en tout cas, les solutions, vous commencez à les avoir près de chez vous. Donc, n'hésitez pas à vous pencher sur ces solutions pour un potentiel système de chauffage. Voilà. Donc, j'espère assez rapide, Martin, pour répondre maintenant aux questions, aux interrogations. Exactement, merci Richard pour cette présentation. On a pris beaucoup de retard. Il y a notamment Olivier Ozilou qui a dû partir parce qu'il avait une autre séance. De notre côté, on est en train gentiment de se faire mettre en dehors de la salle dans laquelle on est. On va quand même prendre le temps de répondre à deux, trois questions, notamment celle de Mélanie qui est arrivée, qui a reçu le plus de votes. Vous ne parlez pas de l'option d'une isolation entre chevrons pour une rénovation. Que pensez-vous de cette manière de faire? Alors, je vais prendre la parole parce que ça concerne l'enveloppe. Oui, effectivement, j'ai donné de grands principes pour les deux principales toitures plates et inclinées. Simplement, l'isolation entre chevrons, elle est un petit peu moins efficace en termes pour bloquer les ponts thermiques. Et puis surtout, elle est à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'on va perdre un petit peu de volume et on va travailler sur un système plus intrusif. C'est juste ça. Donc, c'est plus efficace sur un plan thermique de bosser en surtoiture. Et puis surtout, on préserve complètement les volumes existants. Mais oui, c'est une solution, bien sûr, qui est aussi bonne et que beaucoup de gens font, hein, pas de souci.
Claude Alain nous demande qu'en est-il des conséquences phoniques pour des immeubles à plusieurs appartements avec une telle isolation thermique? Est-ce que nous partageons toute la pollution sonore à tous les appartements? Alors, en fait, il y a deux questions. La première, elle est assez claire. Donc oui, quand on fait une isolation phonique d'un bâtiment, enveloppe, mesure extérieure, etc., c'est clair qu'on améliore considérablement le côté phonique. Ne serait-ce que parce qu'on rend le bâtiment beaucoup plus étanche. Donc s'il est étanche à l'air, il est aussi étanche au bruit. Donc c'est clair qu'on améliore grandement le côté phonique par rapport à l'extérieur. Alors par rapport à l'intérieur, pas, parce que finalement on isole par rapport au bruit externe, mais pas par rapport au bruit entre appartements. La deuxième question, j'ai pas tout à fait compris. Est-ce que nous partageons toutes les pollutions sonores à tous les appartements? C'est-à-dire, je pense avoir cru comprendre que la question veut dire qu'une fois qu'on fait cette enveloppe globale du bâtiment, est-ce que donc du coup ça impacte l'isolation phonique entre appartements? Non, en fait, on n'améliore pas, simplement le fait effectivement d'entendre beaucoup moins les bruits extérieurs, bah, ça met un peu en valeur les bruits intérieurs. C'est tout ce qui se passe, d'accord? Donc c'est vrai que souvent les bruits extérieurs, bah, ils couvrent un petit peu ce qui se passe dedans. Puis là, comme on n'en a plus ou beaucoup moins, et ben on a plutôt tendance à entendre ce qui se passe entre les appartements. Et puis peut-être une dernière question, celle de Florian. Faut-il couper le chauffage la nuit ou une partie de la journée pour économiser du CO2 ou des francs? Ou est-ce que couper le chauffage et le remettre en route est en fait encore pire? Ça va dépendre des systèmes de chauffage. Mais oui, couper le chauffage n'a jamais forcément été une bonne solution parce que l'énergie nécessaire pour démarrer un chauffage, et c'est vraiment là où il y a ces fameux pics de puissance qu'on peut entendre parler de temps à autre, c'est ce qu'il faut éviter. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut souvent même réduire légèrement pour garder une température stable mais minime, pour que le système il reste en fonctionnement, mais vraiment de manière minimum. Donc oui, couper, c'est rarement la bonne solution. Il vaut mieux réduire que de couper. Merci pour vos réponses. Toutes les autres questions qui ont été mises sur le chat, on va y répondre par écrit le plus rapidement possible. On va en tout cas tester. On va devoir malheureusement terminer cet événement et ce webinaire maintenant.